Bon, aujourd'hui, on va parler de Rambo. Hein. Donc, on va parler du dernier Rambo qui est sorti. Hein. Donc là, c'est sa guerre, il n'y a pas de doute. Voilà. Alors, pourquoi parler de ce Rambo 5, qui est donc The Last Blood, qui veut dire donc le dernier sang, qui fait suite, évidemment, à 4 autres opus. Le premier, c'est ouvert comme le titre de First Blood. On comprend bien, premier sang. Alors, les 5 films méritent en eux-mêmes d'être analysés rapidement. Le premier, Rambo, c'est le traumatisme des combattants du Vietnam. Le personnage de John Rambo fait partie des troupes d'élite chargées des basses besognes au Vietnam, et donc il revient traumatisé, et arrive dans une Amérique qui a poussé Nixon et les autres à arrêter la guerre, donc c'est-à-dire une Amérique pacifiste, hein, les fleurs dans les fusils, hein, mai 68, version Amérique, donc on est dans un contexte où les soldats américains ont fait leur devoir, parfois ils n'étaient pas volontaires, il y a eu une conscription, hein, il y a des jeunes américains qui ont été obligés d'y aller, nombreux, il fallait payer d'une certaine manière, corrompre pour ne pas y aller, et donc toute cette jeunesse dorée qui se dorait au soleil donne des leçons morales à une Amérique de jeunes américains qui eux sont allés se battre, ont mis leur vie en danger, ont vu des compagnons, des amis mourir, hein, dans des conditions terribles. On voit tous ces films, par exemple le film en anglais c'est The Deer Hunter, avec De Niro et Walken, et où on voit effectivement la torture dont ils sont victimes, etc. Donc il y a ce contexte, et donc voilà une Amérique qui ne reconnaît pas les siens, et qui emmerde un vétéran qui est John Rambo, qui va se tomber sur donc un shérif zélé, et joué par Brian Doherty, qui évidemment va lui pourrir la vie, sauf qu'il réveille en lui le combattant, qui va se retrouver dans la forêt à tuer du policier, hein, globalement, tuer du flic, et aller cueillir comme une petite fleur de Neuilly dans son commissariat à la fin, avant que le colonel intervienne pour calmer le vétéran. Donc c'est le traumatisme du Vietnam, et le soldat américain qui n'est pas reconnu par un pays, qui l'a envoyé se battre, mais qui ne l'accueille pas correctement quand il revient. Qui l'accueille un petit peu comme un pestiféré, c'est-à-dire il est porteur, on va dire, de la défaite derrière diplomatique que les Américains ont connue. Alors, ça amène quoi? Ça amène Rambo 2. Rambo 2, évidemment, l'époque a changé, la musculature de Sylvester Stallone s'est enrichie plus ou moins artificiellement, et Rambo 2, ben, c'est un petit peu la revanche, c'est-à-dire qu'il y a des combattants du Vietnam qui sont restés au pays, qui sont restés au Vietnam, hein, et qui sont capturés, évidemment par le Viet Minh, et torturés par des agents communistes, des agents russes, prétendument qui seraient là. Rambo est appelé à venir libérer des camarades, mais en réalité c'est une opération de communication de l'Amérique. Il ne cherche pas réellement à réussir, il a donné les moyens. Et on voit une scène à la fin où Rambo mitraille, donc à AK-47, il mitraille les ordinateurs, etc., on va dire, du chef un peu de la CIA ou des services secrets dans l'équation, pour rappeler que en réalité l'Amérique a trahi encore une fois les combattants, mais il sauve quelques rescapés, et donc c'est le Rambo vétéran héroïque. Donc cette fois-ci, ce n'est pas seulement le vétéran traumatisé, mais c'est le héros, hein, qui tue l'ennemi de manière assez barbare d'ailleurs. Ça amène au Rambo 3, bien entendu. Rambo 3, alors là on est au point culminant de la propagande atlantiste et américaine, puisque ça se passe évidemment en Afghanistan. Les Moudjahidines résistent à l'oppresseur soviétique. Donc évidemment, John Rambo va prendre position en faveur, bien entendu, des résistants afghans, qui à l'époque n'étaient pas des islamistes. Le mouvement taliban va naître ensuite de l'abandon par les Américains du terrain. Et évidemment, le colonel a été capturé par donc les Russes, et donc il va carrément détruire un énorme hélicoptère de combat soviétique vers la fin du film. Donc le côté réaliste manque, mais c'est évidemment là le pur héros américain. Le côté traumatisme n'apparaît plus, il est là pour tuer du russe et sauver du gentil afghan. John Rambo est dans la même situation par exemple qu'un James Bond à peu près de la même époque, je crois des années 80, avec donc cet acteur britannique de théâtre dont le nom m'échappe subitement, et donc effectivement il y a un des films où il joue James Bond, où il est du côté des Afghans, alors, Timothy Dalton, voilà. Donc le premier film avec Timothy Dalton, où il est du côté des Afghans contre les Russes. Donc c'est l'époque, hein, avant donc 1985, donc avant le rembarquement des troupes russes par Gorbatchev, eh bien c'est cette grosse propagande, la grosse Bertha de la propagande américaine, qui explique cela. Donc Rambo 3 est dans son époque logique. Alors ensuite des années vont passer, et à un moment donné,
Donc Sylvester Stallone a envie un petit peu de rendre hommage aux héros qui l'ont fait émerger médiatiquement, c'est-à-dire Rocky et Rambo. Il y a donc un Rocky Balboa où on voit un vieux Rocky se battre contre un jeune afro-américain champion du monde et lui mettre une pâtée sans qu'ils osent aller le faire gagner parce qu'ils ne voulaient pas mettre Rocky champion du monde à 60 ans. Hein. Donc c'était pas très crédible. Mais bon, il tient la dragée haute, si on peut dire, à son adversaire, et donc eh bien, il a même dans le même esprit, il faut honorer Rambo, et donc il y a un film qui va s'appeler John Rambo, tout simplement, hommage au personnage, qui se fait. Alors, c'est un Rambo qui, comme dans le troisième opus, vit donc en Asie du Sud-Est, hein, toujours avec des histoires de serpents, etc., et qui est contacté par des gentils chrétiens humanistes, bien propres sur eux, qui tueraient personne, hein, évidemment, qui viennent le voir en demandant de les accompagner parce qu'ils vont aller aider une population, je crois, chrétienne, victime donc d'une répression de la dictature en Birmanie, si je ne dis pas de bêtises. Bon. Concrètement, ils refusent. Les chrétiens en question, tous bien européens, enfin euro-américains, bien gentils, etc., sont capturés, torturés par un régime horrible, évidemment, et à ce moment-là, eh bien, John Rambo va être contacté par une organisation pour aller les libérer. Et il va évidemment massacrer le maximum de militaires birmans, puisque je crois qu'à un moment donné, dans le film, si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être 1200 ou 1400 morts, hein, parce qu'à un moment donné, il est sur une machine, entre guillemets, une machine gun sur un bateau, puis on le voit massacrer des tonnes de soldats. Donc, là, il y a le côté, poussé à l'extrême de Rambo, la violence de Rambo, terrible, mais qui répond à une violence en face. Il y a donc le cinquième opus, et là, attention, je préviens, je mets ce qu'on appellerait une spoiling alert au-dessous, là, divulgation, puisque l'intérêt d'analyser un film, c'est de parler du film et de son contenu, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Et donc, pour ne pas si vous ne voulez pas vous voir dévoiler le film, il faut couper la vidéo à ce moment-là. Bon. Concrètement, Rambo 5, c'est un Rambo qui à la fin du 4 est revenu en Amérique, donc il est revenu dans la ferme de ses parents, et il l'administre puisqu'il est seul. Et donc, c'est un film qui a été décrit par la critique comme raciste et xénophobe. Je précise, j'annonce la couleur dès le départ. Raciste et xénophobe, c'est discutable parce que donc, deux personnages de l'environnement de Rambo sont clairement mexicains ou demi-mexicains. Il y a une jeune fille qui fait des études, qui a l'air a priori assez brillante, promise à un avenir sérieux. Et puis la grand-mère la grand-mère de cette fille qui est entre guillemets, je dirais une babouchka, on dit ça en termes russes, mexicaine, c'est-à-dire la mama, hein, entre guillemets, hein, la mama qui a peur pour sa petite fille, etc. Donc c'est un environnement qui n'est pas du tout xénophobe au départ, puisque c'est pas je tape sur les Mexicains, il y a deux Mexicains qui sont dans l'entourage de Rambo. Le scénario est assez simple, c'est que la jeune fille veut découvrir son père, qui est un Mexicain qui l'a abandonné, évidemment, le rôle négatif, et elle va donc aller au Mexique, où elle va être hébergée par une prétendue bonne amie à elle, qui en réalité va la vendre aux trafiquants d'esclaves, tout simplement, puisqu'en fait, elle va se retrouver rapidement prostituée. Très peu de temps d'ailleurs dans le film, mais voilà, et droguée, tabassée, et évidemment, ça montre un Mexique un peu particulier, puisqu'on voit par exemple des policiers qui arrivent dans le bâtiment des prostituées pour se taper des putes. En termes clairs, collusion entre les criminels, la police, au fait tout le pays laisse faire. C'est ça donne l'image là. Seule une journaliste d'ailleurs mexicaine mais très blanche, donc très européenne, veut s'y opposer avec beaucoup de prudence. Bon. Là, il y a une petite faiblesse du film, c'est que John Rambo, il va physiquement, il a un flingue sur lui, certes, mais il y va un peu avec ses gros sabots, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout prudent. Il veut récupérer sa fille et il n'est pas dans une optique de massacrer tout le monde. Grosse erreur en réalité. Et il y va, et il va se retrouver avec 30-40 bonhommes autour de lui, donc il va se faire tabasser, parce que tout John Rambo qu'il est, vu à son âge et sans préparation, eh bien il est méchamment tabassé, jusqu'à même se faire marquer au fer par un des méchants. Donc c'est en fait deux frères qui gèrent le réseau de prostitution, qui en vendent d'ailleurs à l'étranger, puis on apprend à un moment donné qu'ils ont vendu 17 000 filles
prostituée. Bon, non, c'est certainement du fantasme, truc, mais enfin voilà le contexte du film. Et donc dans cette affaire-là, que fait Rambo? Il vient un peu fleur au fusil et il se fait tabasser. Résultat, sa nièce donc, va être torturée, droguée et tabassée parce que son oncle a voulu la libérer. Moralité des courses, eh bien, il va la récupérer quand même, mais méchamment, après 4 jours quasiment de coma, et il y va à la machette, et donc il attaque la zone le lieu d'hébergement des prostituées, et il tue à peu près tous les hommes physiquement présents, invite les filles à se sauver, mais aucune ne se sauve, parce qu'elles ont peur de la répression derrière, et retrouve sa nièce qui est agonisante. Donc il l'emmène, et il essaie de la ramener chez elle, mais elle va mourir sur le chemin. Donc, c'est pas très joyeux, et évidemment, Rambo, il a déjà commencé à en buter quelques-uns, et il va donc décider de se venger. Il dit à un moment donné, je veux ma vengeance, et donc on sort, donc vouloir sa vengeance, on sort du contexte classique. Et là, on va rentrer dans la partie la plus intéressante intellectuellement de la chose, en fait, au-delà des scènes de massacre. Donc il va aller voir un des frères, celui qui l'a marqué, il va tuer tout le monde, et il va le décapiter, balancer sa tête quelque part. Méthode Celt, on décapite la tête de l'adversaire, et on la balance, donc c'est vraiment, là il dépasse en barbarie ses adversaires. Donc il envoie une leçon, et il envoie carrément son adresse, c'est-à-dire il dit au mec, maintenant venez me chercher. Et voilà que 8, 9, 10 fourgons de bagnoles remplis de Mexicains armés, surarmés, traversent la frontière, donc déjà on voit un truc intéressant, et John Rambo est en Arizona, et voilà une armée d'invasion, tout simplement, et qui a réussi sans souci à traverser la frontière américaine. Bon, je pense que c'est difficile de le croire réellement, y compris avec Donald Trump président, mais enfin ça fait réfléchir. On a l'idée d'une armée d'invasion. Voilà des Mexicains qui traversent la frontière sans souci, armés au maximum, ils sont une quarantaine quasiment, fusils d'assaut, etc. Et donc là, il y a 10 camionnettes qui arrivent. Alors une camionnette saute sur le chemin, bizarre, et puis ça va être une boucherie véritable, puisqu'en fait, Rambo va tuer de toutes les manières possibles et imaginables, avec tous les pièges qu'il a programmés, tous les mecs. Et certains vont se retrouver avec des bouts de métal dans la tête, d'autres vont se retrouver explosés en petits morceaux, certains se prennent des clous et se retrouvent dans une trappe clouée au sol. Il les massacre de toutes les manières, tire dans la tête, avec un fusil canon rayé, etc., canon coupé, etc. Et c'est une véritable boucherie. Et à la fin, il finit le travail avec le chef, le deuxième frère. Il le chope avec l'arc et des flèches, donc le mec est coincé, une flèche dans les deux bras, une flèche dans les jambes, il est coincé, et, crucifié presque à la porte du garage à la porte de la grange de Rambo. Et là, il vient au couteau, et il fait un rite aztèque, puisque c'est un arrachage de cœur, littéralement, et il le balance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Eh bien, une leçon politique, militaire et historique à retenir de ça. C'est que face à l'ennemi, qui est un barbare, qui viole, qui tue des jeunes femmes, etc., eh bien, il faut être plus barbare que lui pour le rendre gorge. Or, finalement, les Mexicains, qui sont quand même des criminels ignobles, qui tuent, qui font des saloperies, eh bien, sont cueillis par quelqu'un qui va leur montrer ce que c'est que la guerre, il va montrer ce que c'est que le prix à payer de l'ordurerie qui était la leur. Mais avec la méchanceté, le message est terrible. C'est-à-dire que si vous voulez vaincre l'ennemi, alors soyez pire que lui, pour lui donner une leçon. Et malgré tout, ça explique pourquoi, par exemple, l'armée française en Algérie a été amenée à faire des actes qui sont illégaux du point de vue des lois de la guerre. Parce que quand vous avez du terrorisme, que vous avez des gens qui mettent des bombes dans les rues d'Alger, etc., ou qui égorgent des Français et des Européens de souche pour envoyer un signal, vous avez des gens qui font des actes barbares. Comment vous voulez vaincre un barbare si vous ne devenez pas barbare vous-même? On voit bien que dans l'Antiquité gréco-romaine, par exemple, il n'y avait aucun état d'âme à faire des gestes forts, des gestes déterminants. Parce que si l'armée romaine voulait qu'il y ait la paix, eh bien, il fallait écraser. Des gens, Alexandre le Grand, en Afghanistan et ailleurs, comment il a fait? Il a rasé des villes entières. Donc le drame de la guerre, c'est que la guerre, évidemment, ça tue. Mais surtout que l'ennemi, lorsque l'ennemi est viscéralement vicieux, lorsque l'ennemi ne respecte pas les codes de la guerre, lorsque l'ennemi se comporte en barbare, alors il n'y a pas de possibilité alternative de le vaincre que de faire pire que lui contre lui. C'est en tout cas le message que John Rambo envoie. Et c'est ce message qui ne passe pas du tout dans l'opinion médiatique américaine. C'est pour ça que ce message est traité caricaturé en raciste et xénophobe. Alors qu'en réalité, le choix du casting même
a été, comment dire, volontairement généreux à l'égard des Mexicains, parce qu'en réalité, il y a très peu d'acteurs mexicains. Les deux principaux, d'ailleurs, sont des Euro-américains, on va dire, en tout cas, ce sont des Espagnols, ce ne sont pas des Mexicains, Chicanos et autres. Donc on voit bien que certaines prostituées étaient d'ailleurs des actrices d'origine slave. Donc il n'y a pas de volonté du film d'accabler un pays. Mais n'empêche, ça montre un Mexique où une jeune fille qui va dans une boîte de nuit se retrouve pute. Voilà, kidnappée. Ça montre un pays où les policiers sont, sont corrompus. Ça montre un pays, au fond, où les camisos dorados auraient dû être au pouvoir. Alors, les camisos dorados, hein, c'est les chemises dorées. Vous regarderez historiquement ce que c'est. Je fais un petit jeu d'esprit, mais voilà, l'idée générale, c'est que vous avez un pays comme le Mexique, qui est quand même un pays avec une criminalité terrible. Vous avez quand même cette affaire historique, hein, de, je ne sais plus, d'une centaine d'étudiants qui ont été massacrés et qui ont disparu. On ne sait pas tellement pourquoi, en lien avec le trafic de drogue. Vous avez quand même beaucoup de scandales sur le Mexique. Or, vous voyez, vous avez quand même des gens qui vous expliquent que Donald Trump a tort de vouloir faire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Sauf que cette criminalité mexicaine, c'est pas moi qui l'invente, et on le voit plein de films américains, mais plein de films américains où c'est le cas. Même les Fast and Furious, à un moment donné, il y a un Fast and Furious, je crois que c'est le 4, et on voit que les trafiquants sont au Mexique, et il faudrait les traquer au Mexique. Combien j'ai vu de films américains où l'ennemi est au Mexique? Combien de fois? Avec Van Damme, avec d'autres, tout y passe. Donc on ne va pas me dire que c'est un paradis sur Terre. On ne va pas me dire qu'il fait bon vivre. Ce qui est sûr, c'est que l'élite du Mexique, les 20% qui dirigent le Mexique, ce sont tous les gens d'origine espagnole. Ce sont les gens, les Euro-américains qui dirigent le pays. Bon, mais ils dirigent le pays, mais ça empêche que, comme au Brésil d'ailleurs, toutes les sociétés multiethniques sont multiconflictuelles et avec une insécurité débordante. Il suffit de prendre le cas de l'Afrique du Sud récemment, on parle maintenant d'un racisme massif des Sud-Africains noirs contre des immigrés africains noirs qui viennent en Afrique du Sud. Sans parler des massacres de fermiers blancs. Voilà, concrètement, John Rambo, ça nous donne une leçon sur le monde réel. À un moment donné, Rambo dit d'ailleurs cette phrase très forte, il dit que le monde actuel est bien pire que celui d'avant. Il dit cela. Il dit que finalement le monde est beaucoup plus vicieux qu'avant. Parce qu'avant, il y a un ennemi qui est clair. Ton ennemi, c'est les Viet Minh, c'est les Russes, c'est tout ce que tu veux, tu as un ennemi qui est identifié. Et là, l'ennemi, il est derrière toi, l'ennemi, il est partout. C'est ça le message un peu, et c'est ça qui change. Ce film montre que l'Amérique blanche s'inquiète. Elle s'inquiète par le biais de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger, de Bruce Willis, de tous ces films d'action qui ont eu leur grande période dans les années 70-80, mais qui reviennent sous une autre forme, qui reviennent sous la forme plus ambiguë, on va dire, d'un environnement où le front est sur le sol américain. Il y a un film comme ça, qui est d'ailleurs plus ou moins scénarisé ou réalisé par Sylvester Stallone. Le titre exact m'échappe, mais globalement ça veut dire le front intérieur. Et c'est avec Statham, et qui se retrouve face à des gangs de criminels, de trafiquants de drogue. Il va devoir évidemment défendre sa fille contre tout ça. Et donc c'est le front intérieur aujourd'hui. Le front extérieur est doublé d'un front intérieur que l'Amérique n'a connu qu'à l'époque de la guerre de sécession, tout simplement. Et éventuellement avec la criminalité des années 20 et la prohibition. Mais on retrouve une Amérique ultra violente, de tous côtés. Et ça laisse penser à un avenir quand même assez sombre pour l'Amérique.